suis très heureux d'accueillir maintenant Jean-Paul van der Linden, qui est professeur en économie à l'université Versailles-Saint-Quentin et qui est également directeur d'un laboratoire qui s'appelle le CEARC, le CEARC, je ne sais pas comment ça se prononce, qui nous parlera de l'adaptation au changement climatique. Merci beaucoup. Merci Paul Loup. Alors j'ai un peu une grosse voix et avec le micro ça m'impressionne, donc si la régie a envie de baisser le volume, ça m'arrange, s'il y a une régie. Oui, donc bonjour tout le monde, vous êtes assez nombreux et je suis en face de gens qui a priori ne sont pas venus ici pour entendre parler du changement climatique, mais plutôt pour des questions de soins et de santé. Donc je vais m'attaquer à mon texte en espérant que je ne vous déprime, chasse, désintéresse pas trop. Donc je vais remercier les organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui. Alors je suis tout content de vous parler, de parler avec vous, mais je suis aussi tout content d'entendre toutes ces communications, car je disais à Paul Loup, c'est un vrai ballon d'oxygène pour moi. Je ne viens pas de ce monde-là. Je viens d'un monde où on travaille sur le soin à la terre autre qu'humaine, on appelle ça comme ça, le soin à la terre autre qu'humaine. Donc ça résonne un peu avec la question du soin prodigué aux animaux, mais il y a évidemment plus que les animaux. Mais le soin aux humains, c'est quelque chose qui souvent nous échappe un peu chez moi, et donc j'étais complètement... oui, j'ai passé une bonne matinée. Donc un ballon d'oxygène jusqu'à présent, je veux dire. Un ballon d'oxygène pour moi et j'espère pour vous tous, et j'espère que vous continuerez à passer une bonne matinée dans les 40 minutes qui suivent. L'autre chose que je voulais faire aussi, c'est remercier les organisateurs de m'avoir demandé de parler sans PowerPoint. Alors mon premier PowerPoint date de 1996 et j'ai passé un quart de siècle à vomir des PowerPoint. Et je me sens très déstabilisé, en fait. J'utilise ça comme une carte mémoire en permanence et ça me sert à articuler un discours cohérent. Ben là, je ne l'ai plus, alors j'ai une excuse, quoi. Mais merci, parce que pour les affaires de ralentissement du cerveau, etc., c'est vachement bien de ne pas avoir de PowerPoint. Alors, je vais continuer à faire une introduction un peu longue. Oui, vous dire d'où je parle pour que vous sachiez à moitié à qui vous avez affaire. Donc au départ, je suis ingénieur agronome, j'ai travaillé en développement international, j'ai travaillé dans des pays en guerre, j'ai travaillé dans des pays en demi-paix, et puis j'ai décidé de changer et de ne plus être ingénieur agronome, je suis devenu économiste. Et puis comme économiste, j'ai travaillé dans des compagnies de consulting et de relations publiques, où l'éthique était assez éloignée de l'horizon d'ailleurs. Et puis j'en ai eu assez aussi de ce métier-là et j'ai fait une thèse en sciences sociales interdisciplinaires, ça s'appelle les études de l'environnement, et puis je suis devenu professeur dans ce domaine, d'abord au Canada, puis ici en France, où je suis officiellement professeur en sciences économiques, mais je ne fais plus d'économie, donc c'est compliqué les catégories. Voilà. Aujourd'hui, en fait, je fais beaucoup plus d'éthique appliquée parce que les problèmes que je rencontre sur le terrain sont des problèmes d'éthique. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler des enjeux éthiques qui émergent lorsque l'on a une pratique centrée sur quelque chose qu'on va appeler l'adaptation au changement climatique. Ça va résonner avec beaucoup de ce qui a été dit aujourd'hui, je pense vraiment. Alors, l'adaptation au changement climatique, qu'est-ce que c'est ? C'est une idée. C'est une idée que je ne vais pas définir parce qu'il y a plein de définitions et on se dispute beaucoup là-dessus. Mais disons, c'est cette idée que face à un climat changeant, les écosystèmes, les humains dans les écosystèmes, eh bien, on va devoir changer nos pratiques pour faire face à ce changement. En particulier parce qu'on n'a pas réussi à empêcher quelque chose dont on est responsable pour bonne partie et qui va nous nuire à tous. Les gens plus démunis comme les gens très munis, personne ne s'en sortira vraiment. Donc c'est une idée qu'on doit pouvoir décrypter un signal, le signal d'un climat qui change, et agir en conséquence. Alors vous voyez bien que décrypter un signal, c'est en fait un discours qui relève de l'épistémique, de la connaissance. On doit repérer des faits, on doit tomber d'accord sur une réalité, et agir en conséquence, eh bien, ça va nous faire un glissement vers un discours qui est plus moral, car une fois qu'on agit, on redistribue des cartes. Et quand on redistribue des cartes, on doit se poser des questions sur toutes sortes de choses. Alors, il y a tellement de choses que je vais d'abord vous dire ce dont je ne vais pas parler.
parce que je ne sais pas ce que vous attendez, mais je préfère que vous sachiez que je ne vais pas parler de ça. Par exemple, je ne vais pas parler du fait que l'adaptation serait comme une forme d'échec de l'atténuation. C'est une question très morale, ça, de se dire qu'on a, ma génération, n'a pas réussi à empêcher le changement climatique, n'a pas réussi à revoir ses mauvaises habitudes, et aujourd'hui on laisse se déployer un discours avec une injonction, ah bien, débrouillez-vous avec ce qu'il y a et on va s'arranger pour se débrouiller le mieux possible. C'est une question morale, lourde, mais je n'en parlerai pas. Avec l'adaptation, on est en train de réorganiser nos territoires. Les stations de ski de moyenne montagne ne seront plus stations de ski de moyenne montagne. Les villes balnéaires où nos grands-parents pouvaient nous emmener en vacances ne seront plus villes balnéaires où on peut nous emmener en vacances. Et donc l'adaptation, c'est aussi réorganiser le territoire, c'est aussi redistribuer des richesses à travers un territoire, et donc ça pose des questions morales, politiques sérieuses. Mais je n'en parlerai pas non plus, mais je pense que le catalogue il est très long et j'ai envie de passer à travers ce catalogue. L'adaptation, c'est réorganiser le transfert dans le temps de la richesse. À quel moment commence-t-on à investir des ressources pour s'adapter à ce signal d'un climat qui change ? Que laisse-t-on à ceux qui viendront après nous comme effort à faire ? Et que prend-on nous comme responsabilité dans l'effort à faire ? Et c'est évidemment une question morale et on a des cadres théoriques assez bien établis aujourd'hui pour ces questions-là. L'adaptation, c'est aussi une question de tension sur la démocratie, parce que la démocratie a des inerties. Souvent, j'entends, moi, dans mon monde, le discours sur le fait que la Chine sera plus efficace que nous, tant pour atténuer que s'adapter. Et si on tient ce discours, auquel je n'adhère pas nécessairement, c'est parce que le déficit démocratique que nous percevons en Chine permet l'action rapide et radicale. Et qu'ici, somme toute, l'action rapide et radicale, elle est assez compliquée à mettre en œuvre. Donc il y a une tension qui relève de la morale aussi, de la philosophie morale et de la philosophie politique lorsqu'elles se rencontrent. Il y a des questions de financement. Comment fait-on pour transférer la richesse de pays qui ont bénéficié de ce climat qui change, en tout cas des actions qui ont fait changer le climat, vers des pays qui n'en ont pas bénéficié et qui aujourd'hui sont en première loge des impacts. C'est aussi une question qui relève de l'éthique, mais je ne vais pas parler de ça non plus, vous allez en avoir assez de savoir de ce dont je ne veux pas parler. Et puis, il y a un débat important qui est sur l'injonction. Adaptez-vous. En quoi devons-nous nous adapter ? En quoi est-ce une injonction légitime ? Soyez résilients. Alors, pour nous, je pense que ça marche assez bien, on est prêt à entendre cette injonction, on a assez l'habitude d'un État qui nous donne des injonctions. Mais pour des peuples premiers qui ont un rapport distendu ou d'oppression avec l'État, comment peut-il entendre une injonction pareille ? Il n'a rien reçu des causes de ce climat qui change. Il n'a rien obtenu, ce peuple. Et aujourd'hui, on va le flatter en lui disant « Oui, mais vous êtes résilient. Continuez donc. Vous êtes mieux que nous. » Mais évidemment, c'est pas... ça pose un problème de morale. Donc tout ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ce dont je vais parler est beaucoup plus technique et beaucoup moins élevé. Je vais adopter l'adaptation au changement climatique à travers un des aspects centraux, et je pense que cet aspect résonne très fort avec la question du soin médical, du soin vétérinaire. Et c'est la question des frictions que l'expertise en situation d'incertitude, eh bien l'expertise en situation d'incertitude, ce qui est le cas des soins médicaux, nous sommes toujours en train de nous promener dans des enveloppes de probabilité, ça va marcher ou ça ne va pas marcher, eh bien pour le changement climatique, on se promène dans des enveloppes de probabilité, eh bien cette incertitude, cette façon de se promener face à l'incertain, eh bien vient par un effet de friction, j'appelle ça un effet de friction, toucher l'éthique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous donner 3 exemples où, typiquement, l'incertain génère une question éthique. Ok, j'ai oublié de démarrer mon chronomètre. Oui, on peut mettre les 3 monstres là à l'écran, je crois qu'ils sont là, oui, parfait. Donc vous voyez là, j'ai 3 monstres, et en fait ces 3 monstres vont représenter 3 façons dont la connaissance, l'incertitude et l'éthique peuvent entrer en résonance. Mais avant de démarrer, j'aimerais vous donner quelques-unes des définitions que j'utilise, non pas parce que c'est le sens des mots que j'utilise, mais parce que c'est le sens des mots, en tout cas que je prêterai aux mots aujourd'hui lorsque je les utiliserai. J'utiliserai le mot principe.
principes. Okay, et ici, dans l'usage que j'en ferai, c'est simplement les catégories que les personnes considèrent comme pertinentes, saillantes, lorsqu'il s'agit d'ordonner des états du monde. Vous verrez, je vous en donnerai des exemples. Vous avez le choix entre imaginer différents états du monde, plus ou moins justes, plus ou moins injustes, plus ou moins changés, plus ou moins ce que vous voulez. Eh bien, vous allez vous emparer de catégories, de choses que vous trouvez importantes, je ne sais pas moi, l'égalité des objets. Les valeurs, quand je les utiliserai ici, c'est le moyen que nous utilisons, le petit temps de cette communication, pour ordonner différents états du monde. Donc les valeurs, c'est ce qui nous permet de mettre en ordre ces états du monde. Les principes, c'est ce qu'on regarde. Et les valeurs, c'est une première étape d'opérationnalisation qui nous permet de faire cet ordonnancement. Plein de gens pourraient ne pas être d'accord avec moi, et c'est pas très grave, là c'est moi qui parle, alors j'en profite. Et pour finir, quand j'utiliserai le mot éthique, eh bien, dans cette intervention-ci, ce sera l'idée que ces principes, dont la dimension opérationnelle glisse vers les valeurs, eh bien, lorsqu'ils se traduisent dans l'action, elles utilisent un dispositif qu'on va appeler l'éthique. Donc, ce n'est pas la morale, vraiment, c'est vraiment le dispositif qui nous permet de mettre en œuvre cet ordre lié à nos valeurs. Et quand il y aura des exemples, ce sera plus simple, mais il suffit de se souvenir, les principes, c'est ce qu'on regarde. Les valeurs, c'est ce qui nous permet d'ordonner les situations. Et lorsque l'on veut nous-mêmes contribuer à l'ordonnancement des états du monde, eh bien, on utilise une éthique, un mécanisme de traduction de nos valeurs dans l'action. Ça, c'est ce que j'utiliserai aujourd'hui. Et pour finir, pour ce qui est d'incertitude, c'est une définition standard que j'ai traduite, et je vais trouver la traduction là. Tout écart par rapport à l'idéal inatteignable du déterminisme complet. C'est-à-dire tout est toujours incertain, il y a toujours un certain niveau d'incertitude. Mais avec le changement climatique, les incertitudes ont explosé et c'est de ça dont je vais parler. Alors, je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de vous démontrer, et puis j'essaye de faire des jeux de mots fumeux comme une monstration de monstres, et je vais vous montrer ces trois monstres-là que vous voyez, qui peuvent toujours rester là, Paul Loup, ils peuvent rester là assez longtemps, et on va avancer comme ça. Alors, le premier front où éthique et connaissance-incertitude commencent à entrer en friction, c'est une observation que j'ai faite sur le terrain. Dans les années 2000, j'étudiais les chercheurs du climat, les climatologues. Mon objet d'étude, c'était la climatologie et le rôle des climatologues dans les dynamiques d'adaptation. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai petit à petit, ou ce qu'on a fait collectivement, exploré la difficulté que représente le désir de tirer un signal alarme. Donc le climat change, le désir de tirer un signal alarme, le climat change en se reposant sur de l'information précise, exacte, calibrée d'une part, et d'autre part les incertitudes qui sont propres à la prospective climatique. Le climat, c'est chaotique, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et donc il y a une tension, on veut prévenir que quelque chose se passe, mais d'un autre côté, on sait que la nature précise de cet objet est appelée à nous échapper. Et ça, c'est pas simple du tout. D'autant plus que pour les climatologues, à l'époque, il y avait une troisième. Vous voyez, je vous parlais des principes, ce que vous regardez, on va regarder un principe de réalité. Le climat change pour du vrai, et du coup, je dois révéler les incertitudes de ce pour du vrai. On peut imaginer un principe de mise en délibération. Les climatologues souhaitent partager cette information et acceptent le débat scientifique sur la nature du changement climatique. Mais on se retrouvait aussi de façon très intéressante pour les climatologues, je répéterai tout ça plusieurs fois, c'est cette idée de performativité. Il faut que les mots qu'ils disent agissent sur le monde. Il faut que ça influence les politiques publiques, il faut que ça influence nos comportements. Et donc ils arrivent avec un paquet de 3 principes et ils déploient leur discours, et en déployant le discours, on peut peut-être faire 2 fois la diapositive pour arriver juste à un gros plan sur le montre de gauche, voilà. En déployant ce discours, en fait, ils ont créé un monstre, je vous expliquerai les détails de ce monstre, ils ont associé des catégories que certaines personnes n'aiment pas voir ensemble. Par exemple, le certain et l'incertain, la connaissance certaine du climat qui change et l'incertitude sur le climat qui change. Ouh là là, on n'aime pas ça. Mais la science et la performativité, on n'aime pas ça non plus. La science est supposée décrire, nous donner accès à la réalité, mais pas nous dire quoi faire. Ça, c'est l'éthique, par exemple. Et pourtant, ils étaient là et ils avançaient avec ce monstre, et ça leur a demandé de faire des choix qui relèvent de la traduction de leur ordonnancement du monde en action.
Et ces actions, eh bien, ils ont mis en place des dispositifs rhétoriques, mais je ne vais rien dire en détail là-dessus. Passer à la diapositive blanche qui doit être juste après, pour pas trop distraire la foule. Le deuxième front que j'espère partager avec vous, c'est une autre histoire. Donc dans un cas, on a la création d'un monstre parce qu'il y a réalité faite de certitudes et incertitudes, désir de mise en débat, performativité. Le deuxième monstre dont je vais vous parler, c'est que, en fait, je vais essayer de vous convaincre de quelque chose qui est très important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on dit le climat change, et je ne sais pas, peut-être qu'on peut lever la main et faire un vote. Pas grave de ne pas tourner la caméra, je ferai le rapport du vote à la caméra. Nous allons donc voter à main levée. Le climat qui change, c'est une augmentation des moyennes, comme la température moyenne, les pluies moyennes. Ou... Qui pense que c'est vrai ce que je viens de dire? Pas nécessairement que le climat... C'est une évidence que je viens de dire. Je vois plein de gens qui lèvent pas la main, mais je suis très étonné. Normalement, les foules devraient lever deux mains pour les voisins et les voisines, etc. OK. Qui pense que le climat qui change, c'est une augmentation de la variabilité du climat? Pareil, effectivement, on sait que d'un côté, on a des moyennes qui vont sans doute se modifier, et d'un autre côté, que les événements extrêmes vont peut-être devenir plus fréquents, plus extrêmes, etc. Et maintenant, la troisième chose, c'est qui pense que le changement climatique oblige le preneur de décision à avancer dans un brouillard épais? Ouais, parfait. Donc il y a trois dimensions qui sont vraiment très importantes, mais celles que vous entendez dans les nouvelles, c'est la moyenne et les extrêmes. On ne vous dit pas que c'est malheureux, ils sont dans le brouillard parce qu'il y a plein de choses qu'ils ne savent plus sur l'avenir et l'avenir du climat. Et ça va demander aux gens en situation de prise de décision, non plus aux chercheurs, mais aux gens en situation de prise de décision, de faire des choix qui relèvent de l'éthique. En fait, les incertitudes, ces trois incertitudes, mais surtout la troisième, avancer à l'aveugle, eh bien, cette troisième dimension va les obliger à faire des choix très radicaux qu'ils ont fait dans les années 2005-2010 à peu près, quand nous les étudions. Et face à l'incapacité dans laquelle ils sont, par exemple, de dimensionner une digue, de dimensionner un égout pluvial, de penser la composition du bitume sur une autoroute, ça dépend de la température, eh bien, ils n'avaient plus accès aux valeurs dont ils avaient besoin. Et donc, ils ont dû réinventer leur façon de faire. Et en réinventant cette façon de faire, ils ont été confrontés à des choix complètement inattendus, et ces choix relevaient de l'éthique. Donc ça, c'est un deuxième monstre, on le reverra, c'est le monstre qui a fait que l'incertitude a mis les décideurs en face de choix impossibles. Ils avaient plein de possibilités. Tout d'un coup, les incertitudes propres à ce monde du climat qui change et au fait d'avancer à l'aveugle leur a révélé que leur pratique pouvait mener à des gestes techniques, tous différents, et tous autant valables, en fait, avec les critères qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Et donc, c'est ce deuxième monstre-là oui, je pense qu'il est assez explicite. On va pouvoir mettre la dia blanche et passer à la suite. Donc, le troisième monstre que je vais vous présenter, j'irai en détail dans tous les monstres parce que je pense que techniquement, c'est important d'aller avec ce raisonnement, mais je préfère vous les présenter brièvement chaque fois. Et c'est le troisième front qui est le plus important, mais comme vous aurez déjà été exposé aux deux autres fronts, il est beaucoup plus facile à comprendre, donc ça ira très vite. C'est une autre idée de ces incertitudes, c'est que premier morceau de l'histoire, nos climatologues doivent faire face à l'incertain, à la performativité, ça crée ce monstre hybride au corps de poissons et d'hommes, par exemple, d'êtres humains. La deuxième étape, ce sont les décideurs eux-mêmes qui, face à ce brouillard auquel ils sont confrontés, se retrouvent à devoir faire des choix qui vont relever de l'éthique, parce qu'ils ont trop de possibilités en étant dans le noir. En fait, ils doivent deviner ce dont l'avenir sera fait. Il y a des techniques pour ça, on y reviendra. Le troisième monstre, il est beaucoup plus intéressant. Un monstre qui se manifeste beaucoup plus aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à réduire et à maîtriser les incertitudes qui relèvent de la connaissance. Eh bien, les deux premiers monstres se remanifestent d'une façon différente, c'est-à-dire lorsque vous arrivez à couper la tête du monstre incertitude de la connaissance, oui, magnifique, d'autres têtes surgissent, d'autres incertitudes surgissent, des incertitudes morales, juridiques, contextuelles. Enfin, j'en ai tout un paquet, je ne les apprends pas par cœur. Et donc,
lorsqu'on avance en situation d'incertitude, on a une première série de tensions qui font qu'on se frotte à l'éthique, une deuxième série de tensions qui fait qu'on se frotte à l'éthique, et puis lorsqu'on arrive vraiment à bien avancer, c'est inévitable, en fait, on se retrouve avec ce monstre à plusieurs têtes. On va pouvoir mettre pendant longtemps la diapositive blanche maintenant, ou celle qui est après. Ouais. Merci beaucoup, Paul Lou. Ok. Une fois que je vous aurai présenté ces trois dimensions des frictions entre incertitude et philosophie morale, en fait, c'est de ça dont il est question, la façon comment l'épistémique nous entraîne dans l'éthique, malgré nous, en tout cas malgré eux, pour certains, la façon dont l'épistémique, les questions de connaissance et d'incertitude nous traînent dans les choix qui relèvent de la morale, alors qu'on s'imaginait au départ qu'on ne devrait pas le faire, eh bien, ces trois exemples de friction vont m'amener à contester assez brutalement quelque chose qui est très fort chez nous, les experts, et je pense chez vous, comme experts du soin, c'est l'épistémocentrisme, c'est de centrer nos actes sur la connaissance qui est à notre disposition. Et c'est très important d'agir en fonction de nos connaissances, on n'est pas juste des grands n'importe quoi. Mais en étant trop centré sur la connaissance comme seule source d'influence, on a tendance à se placer dans des cul-de-sac où des choix moraux nous deviennent presque impossibles à faire. Et on en a entendu beaucoup ce matin. Un parcours raisonné via l'expertise, eh bien, nous place au mauvais endroit. Et puis je proposerai dans le cadre de l'adaptation au changement climatique quelque chose que je propose depuis longtemps. Paul Lou, combien de minutes souhaitez-vous que je tienne ? 10 minutes, oui. J'ai certainement 30 minutes en face de moi, donc 10 minutes marcheront. Ok, je vais y aller. Et on va commencer donc par le premier monstre. Et plutôt que de lire le texte parce qu'il est tard et puis parce que quand même c'est très facile à comprendre, je vais donc le raccourcir. Qui a connu les débats climato-sceptiques à la radio et la télévision au début des années 2000 ? Protagoniste principal, je dirais Jean Jouzel, et puis de l'autre côté, on avait l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui s'appelait Allègre. On est là dans l'archétype d'une situation difficile. D'un côté, la communauté climatologue, comme je vous l'ai dit, souhaite tenir sur le principe de réalité, c'est-à-dire nous avons des connaissances et ces connaissances sont attachées d'incertitudes. La communauté de climat, donc ça c'est une éthique, hein, c'est une éthique du chercheur. Nous collons à la réalité, nous communiquons ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. C'est une déontologie en fait, je pense, mais d'autres gens ici sont plus éduqués que moi dans ce domaine. Déontologie de la recherche. Mais les chercheurs ne font pas que ça. Ils ont aussi une pratique qui est faite de procédures. Et dans nos procédures de recherche, c'est nous confrontons nos idées à nos collègues, nous les mettons en débat. Typiquement, le test conduit lors de la première intervention pour voir si la chloroquine marche ou ne marche pas. On partage nos protocoles, d'autres gens les essayent et on met constamment en débat nos connaissances. Et donc, nous n'avons pas seulement cette espèce de déontologie de la réalité, on a aussi une espèce d'éthique procédurale qui fait que nous devons suivre certaines procédures et y adhérer. Et donc il est naturel, si je suis climatologue, mais si je suis plein d'autres disciplines, que je présente la réalité et que j'accepte de débattre avec des collègues qui auraient des idées différentes. C'est assez simple. Donc il est normal que les climatologues soient allés à la rencontre de gens comme Claude Allègre qui contestaient leurs connaissances. Il s'agit d'un argumentaire équilibré entre personnes supposées de bonne foi. Troisième étape, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai tendance à beaucoup me répéter parce que c'est un dispositif pédagogique assez simple à mettre en œuvre, principe de performativité. Les climatologues souhaitent alerter les gens pour que nous cessions d'émettre du gaz à effet de serre, pour que nous créions un monde meilleur pour nos enfants. Mais face aux climato-sceptiques, on peut les nommer climato-négationnistes, il y a un truc qui commence à dérailler. Qu'est-ce qui déraille ? Les climato-sceptiques commencent à mettre le doigt systématiquement sur l'incertain. Ils laissent tomber les certitudes et
les climatologues, au début, sont très déstabilisés parce que d'un débat entre lettrés de bonne foi, ils se retrouvent emmenés dans un débat où l'on biaise systématiquement le sujet de la conversation. Et en semant ce doute, en mettant l'accent sur l'incertain, et donc en faisant germer le doute dans l'esprit de gens témoins de ce débat, eh bien, ils viennent empêcher le caractère performatif de ces mots de climatologue. Et à ce moment-là, la communauté, moi je l'observais très activement, la communauté climat s'est retrouvée très mal prise avec des débats en interne très forts. Doit-on arrêter de parler des incertitudes? Somme toute, c'est très technique. La population, les gens normaux, ils n'ont pas besoin de savoir ça. Réaction, mais non, on ne peut pas. Notre science, elle est faite de certitudes et d'incertitudes. Si on enlève la moitié, on ment. Et mentir, ça ne se fait pas. Alors d'autres disaient, mais n'allons plus débattre en public avec des gens de mauvaise foi. On va sur le plateau télé et on leur dit « menteur, 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 your pants is on fire », quelque chose comme ça. Et on arrête. Et très vite, les plateaux télé arrêteront d'inviter des gens comme ça. Hein, parce qu'un buzz qui s'arrête à la seconde numéro 30, et puis le plateau en direct qui devient silencieux, tout le monde qui tord la figure, ça cesse immédiatement. Mais c'est très embêtant parce que le principe de débat est fondamental dans nos pratiques scientifiques. Si on refuse le débat, ça veut dire que quelque part, c'est pas net ce qu'on fait. Donc c'était vache. Et puis troisième, c'est le principe de performativité, et ça, c'est ce qui relève le moins de la tradition de l'expertise scientifique. Agir sur le monde. En fait, beaucoup de gens sont dans l'univers de la description, de la compréhension, de l'appréhension, éventuellement la prédiction, mais pas la politique. Et donc, ce qui a été marginalisé, pour finir, c'est ce principe de performativité, mais temporairement. Après, ils ont, parce que ce que j'appelle leur éthique, la traduction de leurs valeurs dispositifs d'ordonnancement dans l'action, voulait qu'ils trouvent un moyen d'avoir le paquet des trois principes. Réalité, j'ai oublié le deuxième, performativité, débat, performativité. Et donc, ils ont commencé pas consciemment, hein, ça émerge du discours, à avoir des dispositifs rhétoriques pour désamorcer l'effet toxique du doute. Et un dispositif rhétorique magnifique sur lequel je suis tombé était celui-ci. Je ne vais pas dire le nom de la personne, mais il sait que je sais que c'est lui. Il a dit, commencer une conférence grand public en disant « Le changement climatique, des incertitudes, il y en a plein ». Donc déjà, il confisque la parole climato-sceptique en se l'appropriant et en mettant devant. Virgule, en tout cas moi j'ai entendu une virgule, mais des certitudes on en a. Et puisque je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler des certitudes, car c'est quand même plus intéressant. Et c'est clair que vous allez me dire, oh, c'est évident, patati patata, mais non, c'était un coup de génie, plutôt que de dire, ça chauffe, mais ça chauffe, on ne sait pas trop comment. Et puis, non, on dit simplement, il y a la connaissance, elle est faite de certitudes, parlons de ce qu'on maîtrise et voyons la suite après. Et donc, éthique qui se manifeste par l'invention de dispositifs rhétoriques qui permettent l'existence de la non-pureté, en fait. C'est pas mal. Et je pense que dans des relations de soins, on est souvent dans des situations, en tout cas de soins à la terre, autres qu'humaines, mais j'imagine pour vous les humains, ça doit être un peu pareil, où on est dans cette situation où il n'y a pas de pureté. Le soin n'est pas purement positif, ni pour le soigné, ni pour le soignant. Et quand on avance dans des catégories grises, très vite on peut trébucher. Et là, avec ce dispositif rhétorique, ce que le climatologue a fait, c'est embrasser le gris. Et c'était, à mon avis, pas mal du tout. Deuxième exemple, je vais devoir accélérer vachement. Nous sommes, je vais prendre un exemple parce que c'est plus facile, nous sommes au Canada, donc j'ai d'abord travaillé au Canada avant de venir travailler en France, et on est dans 2004-2005, je pense, donc tout ça c'est ancien, mais ça me donne le recul pour en parler. Nous sommes en train de faire quelque chose d'assez fantastique. Face aux incertitudes du changement climatique, les incertitudes qu'on appelle des incertitudes épistémiques, on ne sait pas exactement comment le climat va changer, on va essayer de supprimer d'autres incertitudes.
épistémiques aussi. Par exemple, le climat change, la mer va monter, les ondes de tempête vont être plus intenses, on a plein d'informations là-dessus, mais pas assez pour dire à Madame Petit de déplacer sa maison ou à Monsieur Simon de s'en aller bien vite. Ça, on n'a pas. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une cartographie à très haute résolution du trait de côte d'une province qui s'appelle le Nouveau-Brunswick. Et grâce à cette cartographie à très haute résolution, pas seulement du trait de côte, mais de l'arrière-pays sur 200-300 mètres, ce n'est pas un arrière-pays, mais peu importe, on va pouvoir montrer aux gens les zones les plus en danger, potentiellement, si le climat se réalisait comme un objet toxique à venir. Et on vient avec ces cartographies et on décide de confronter ces cartes produites d'un instrument technique assez fabuleux, on appelle ça un LiDAR, c'est donc une espèce de radar avec un truc stabilisé, moi je comprends rien, ces machins, accroché dans un hélicoptère, l'hélicoptère il se promène, ça fait plein de bruit et ça nous sort de très belles cartes. On va avec ces très belles cartes à la population et là, on réduit les incertitudes de connaissances, non seulement grâce à notre hélicoptère et notre LiDAR, mais on demande aux gens de commenter ce que nous avons vu. Et donc les gens, ils sont dans un quotidien de la promenade, de la pêche, de l'affût pour la chasse, et ils nous disent « Ah oui, là, vous dessinez que c'est plus haut, mais moi, je crois que c'est plus bas. » Et puis un autre va dire « Oh, moi, je me souviens, quand j'étais petit, quand il y avait une grosse pluie, on mettait une écorce et ça coulait là-bas. » Et donc petit à petit, nous hybridons notre expertise de scientifique. Vous vous rappelez, sur le climat, on n'arrive pas à tout dissiper, mais sur le sol, on peut. Et on crée, on va dire, une cartographie de très bonne qualité, mais aussi un transfert de connaissances vers les gens qui se mettent à parler d'inondations pires que d'habitude, etc. Et donc on fait ça, mais à ce moment-là, ça déraille. Je peux y aller, hein. C'est pas grave si la caméra ne me voit pas pendant 2 secondes, si ça redémarre. Ça déraille, et ça déraille pourquoi ? Ça déraille parce que il faut vraiment se faire l'expérience mentale, hein. Vous avez de la pluie, vous avez de l'eau, vous voyez ça sur une carte papier, c'est pas une vraie pluie, c'est pas une vraie eau, c'est pas une vraie inondation, mais chaque personne individuellement vit dans sa tête l'objet différemment et souhaite une décision, souhaite une action différente en fonction de ses intérêts particuliers. Pour l'un, c'est le puits qui se salinise. Oh, il faut travailler sur des adductions d'eau. Pour l'autre, c'est une érosion accélérée qui fait qu'il faut absolument lui donner le terrain derrière son terrain pour reculer sa maison. Pour le troisième, c'est l'impossibilité de venir nager avec les petits-enfants. Peu importe, j'ai toute une liste là. Et donc, en réduisant les incertitudes épistémiques, en ouvrant le package de connaissances auquel on voulait avoir accès à des connaissances profanes, en fait, on s'est plongé dans 10 fois plus de problèmes. Parce que, au lieu de... On avait spécifié la question très précisément, mais les solutions ont explosé. Et cet espace de solutions qui explose, à ce moment-là, doivent demander de faire des choix. Alors, je pense que c'est plus simple si je prends mes notes, là, hop. Par exemple, assurance, si vous aimez le paradigme libéral du marché qui régule l'activité économique, vous aimez les assurances. Compensation par l'État, si vous êtes plutôt, on va dire, de gauche pour faire ça à la louche, hein, vous préférez que ce soit l'État qui compense les gens plutôt que les assurances. Et on a toute une série de choix qui mobilisent les principes de la population, leurs valeurs, leurs traditions. Et le décideur se retrouve en face d'un objet pareil et doit apprendre que pour les gens, la connaissance ne suffit pas. Est-ce que ça va ou je vous ai déjà perdu ? Ce serait lié à mes limitations, pas aux vôtres, hein, que ce soit clair. Troisième histoire. Et puis après, j'arrêterai, c'est promis, Paul Lou, je m'attends à ce que tout d'un coup vous vous leviez pour vous asseoir à côté de moi et c'est alors un signe catastrophique de fin de présentation. Ok, troisième exemple, ça va très très vite. Tous ces travaux qu'on a fait au Canada, mais on a fait ça 20 fois depuis, on donne ça à des politiques et on commence à entamer un dialogue sur quelle est la meilleure politique publique à mettre en œuvre. Et là sort la politique de protection de la côte du Nouveau-Brunswick et cette politique interdit toute construction dans un espace de 80 mètres en arrière du trait de côte. Donc c'est assez simple en fait. On a tout regardé, on a vu ce qu'on pouvait faire, on dit pas, on ne construit plus. Et là, on se rend compte que les gens les plus modestes ont investi il y a 30 ou 40 ans dans des terrains côtiers pour garantir leur retraite. Et ces gens viennent de tout perdre.
Et là, je vais pleurer parce que c'est très touchant. Donc, ce sont la partie la plus modeste de la population qui a pu acheter ces terrains à une époque où ils valaient rien. Et c'est leur fonds de pension, parce que ce n'est pas organisé comme chez nous, on est plus ou moins encore protégé. Et donc, ils viennent de perdre leur fonds de pension d'un coup. Et ça, c'est une question qui demande une résolution, quoi, entre le collectif, l'individuel, etc. OK ? Il est très vite apparu que cette politique était inacceptable parce que redistribuer les richesses des plus pauvres vers ailleurs, en fait, les gens n'aiment pas ça. Du tout, j'espère, pour longtemps. Et donc, ici, on est dans un cas où les incertitudes épistémiques, notre incompréhension de ce qui se passait dans les faits, une fois clarifiées, ont ouvert une incertitude juridique. Il a fallu des politiques publiques, par exemple, ne pas construire à 100 mètres du trait de côte. Une fois qu'on a mis en place cette politique et clarifié la question juridico-institutionnelle, couper la tête de ce monstre-là, est arrivée la question morale de la distribution des richesses. Et là, on a eu beau faire du bel épistémique et du beau juridique, le troisième ne marchait pas. Ça va ? C'est vachement plus vite que d'habitude. J'arrive donc à la fin de mon intervention. Et ce que je vais dire, c'est ceci. Aujourd'hui, on travaille en disant et en demandant aux politiques d'inverser les choses. Arrêtons de faire de la science du climat, non pas définitivement, c'est très utile la science du climat, et si ça c'est sur une vidéo, je vais perdre tous mes collègues, mais arrêtons de nous concentrer sur la connaissance fine de la machine climatique, la connaissance fine de la machine hydrologique. J'ai bien dit, arrêtons de nous concentrer, pas arrêtons de faire. Et commençons à nous demander d'abord qu'est-ce que les gens veulent. Et puis, par rapport à cette espèce de choix profane, de choix de vie profane, repartons en arrière et mobilisons les sciences qui permettront de réaliser ce qu'ils veulent. Ça fait 25 ans qu'on fait les trucs à l'envers. On comprend le driver climatique, on le transforme sur le territoire et on trébuche sur des questions éthiques ou des questions de principe, de valeur et de transformation des valeurs. Et donc là, l'idée, c'est de remonter un peu plus haut. Et pendant qu'on fait ça, on est en fait tombé sur une question du soin à l'autre, dans ses valeurs, dans ses convictions. Et c'est le cœur du travail qu'on fait aujourd'hui. Je suis désolé d'avoir été si long. Merci beaucoup. Je trouve que ça résonne beaucoup en écho avec l'intervention précédente. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Merci beaucoup. Peut-être une seule question. Si j'ai bien compris, donc, si tant est qu'on arrive à dissiper certaines incertitudes épistémiques, on en arrive donc à une forêt d'incertitudes, disons, pratiques, à la fois juridiques, éthiques, et voilà. Et j'imagine que pour les incertitudes épistémiques, il existe des espaces où ces incertitudes peuvent être discutées, être présentées, être éventuellement résorbées. Mais qu'en est-il de ces incertitudes, disons, pratiques ? Est-ce que selon vous, il manque d'espace ? On revient à la question de l'espace éthique, par exemple. Oui. Ça va dépendre des cultures politiques locales, très très fort. Donc par exemple, au début, j'ai travaillé au Canada où des formes de démocratie délibérative sont établies depuis longtemps, avec des principes d'éthique de la discussion qui sont relativement bien adoptés. Il y a eu un trou d'air au moment d'un gouvernement qui n'appréciait pas ça, mais globalement, c'est plutôt bien établi. Et donc, dans un lieu de délibération qui touche des questions d'aménagement du territoire, de politique publique, la présentation précédente, eh bien les gens parlent de leurs valeurs avant de parler de leurs connaissances. Et donc ça marche assez bien. Ici, en France, on a les dispositifs liés au risque inondation, liés au risque industriel, où on a une mobilisation, où on a des injonctions récentes de mise en discussion publique de ces questions. Et ce n'est pas encore très stabilisé, mes observations. Il y a encore beaucoup de va-et-vient et d'irrespect en fait des conclusions de l'espace délibératif. Et donc c'est très, très embarrassant parce que lorsqu'on mobilise 50 personnes pour
parler d'un objet et puis qu'on prend la décision inverse pour des raisons de démocratie élective, c'est très, très embêtant. On n'y est pas, mais par contre, j'ai un corpus d'entretien avec des acteurs de terrain qui tous réclament ça, plus de démocratie délibérative, pour permettre de débroussailler la question. Donc je suis très optimiste, mais c'est pas là. C'est pas là, et c'est très menaçant pour les élus, on va dire de l'ancienne génération, qui pensent qu'une fois élus, ils décident. Merci. Alors, on a le temps pour une question, une remarque, éventuellement, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Est-ce qu'il y aurait... voilà. Oui, moi je faisais la remarque que sur la notion d'incertitude, la vie repose sur la notion d'incertitude. On ne sait jamais ce qui va se passer quand on va sortir d'ici, qu'est-ce qui peut nous arriver, personne ne peut être certain de ce qui va arriver. Par contre, c'est vrai que le rapport au monde d'un être humain repose sur une base d'angoisse et une base de confiance. Et qu'on doit faire confiance, parce que sinon, quand je marche dehors, je ne me dis pas ben, le sol va s'écrouler, je fais confiance et j'y vais. Sinon, on ne peut pas avancer. Voilà. Donc, notion d'incertitude qui est une notion très, très humaine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la notion d'incertitude, on essaie de nous montrer qu'il y a des choses qui sont... par exemple, la mort, c'était quelque chose qui était une valeur, pas une valeur, mais c'était une réalité qui était certaine jusqu'à présent. Et les transhumanistes, aujourd'hui, essaient de nous montrer que la mort, non, c'est quelque chose qui va être remis en question et que l'homme n'est pas forcément mortel. C'est quand même assez étonnant, ça. Il y a deux dimensions très importantes à votre remarque. La première, c'est que une des idées qui sous-tend la production scientifique, c'est de créer des attentes qui se réalisent, donc de réduire les enveloppes d'incertitude, avec cette idée que la science nous permet d'imaginer un avenir plus rassurant que celui où un météorite nous tombe toutes les 5 minutes sur la tête. Et donc là, c'est vraiment au cœur de ce que j'appelle l'épistémique, se trouve la réduction des incertitudes. Après, il faudrait les définir avec précision, et c'est ce qui nous permet en fait de vivre sans avoir tout le temps peur, quand on prend un bateau, un avion, quand on est dans cette jolie construction en béton. Donc ça, c'est le premier volet. Le second volet qui est très important, et c'est cette idée de la finitude de la vie individuelle, la finitude des communautés et la finitude de l'humanité comme définissant centralement notre expérience. Et là, on remonte à Sartre et à des gens qui sont importants en France. Et là, il y a une vraie question avec le transhumanisme qui, à mon avis, est une question qui ne se résoudra pas très très vite. Parce que nier notre finitude, ce qui est absurde pour des raisons de physique nucléaire aussi, et d'étoiles, etc. Il y a des échelles de temps, là, il faut y penser. Mais nier notre finitude pose de vrais problèmes de rapport à l'autre. Et donc, oui, le transhumanisme n'est pas un épiphénomène, mais c'est un phénomène qui n'a pas encore très bien, je pense, pensé à toutes les conséquences des idées qu'il jette comme ça, parce que c'est plaisant ou rigolo, quoi. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un dans la salle que j'ai offensé, mais voilà. Moi-même, je ne suis pas transhumaniste, je vis dans la communauté du risque existentiel, donc il pourrait y avoir une confusion. Je ne suis pas très connu, donc j'imagine pas qu'il y a eu cette confusion ici. Mais dans le monde où j'évolue, il y a des transhumanistes, et ils n'ont pas, à mon avis, pensé assez loin ce que nous sommes comme espèce précisément, ou comme entité précisément. Ouais. Mais je disjoins les deux, certitude et disparition. C'est dommage de s'arrêter là, mais on est obligé parce qu'on n'a pas un temps infini pour chaque intervention. Merci encore.